Le 7 janvier dernier, Vous l'avez bien connu, Guylaine Marchal? Oui, pendant plusieurs années, j'allais jouer aux cartes avec elle. À Mougins? À Mougins. Dans la maison où elle a été assassinée? Exactement. C'était une maîtresse femme. Ouais. Elle jouait bien aux cartes, elle tenait bien sa place dans la société locale, mais elle était rude, hein. Ouais. Et bon, j'étais très surpris quand j'ai vu ce qui lui était arrivé, mais pas surpris quand on a reconstitué le drame et qu'on a dit qu'elle s'était défendue avec beaucoup d'acharnement, parce qu'elle avait un sacré caractère. Donc vous avez bien suivi l'affaire, en fait? J'ai bien suivi l'affaire. Il y a eu quelque chose qui m'a choqué, d'ailleurs, en tant que joueur. C'est quand on a voulu asseoir la culpabilité d'Omar Haddad sur le fait qu'il allait risquer quelques pièces dans les machines à sous. Oui. Bon, ça m'a semblé un argument un peu léger. Parce que vous saviez ce que risquait sa patronne, c'était effectivement beaucoup plus. Alors pour ceux qui ont moins bien suivi l'affaire, Magnéto. L'affaire Omar Haddad démarre en juin 91 à Mougins par une découverte macabre. Le corps mutilé d'une milliardaire, Guylaine Marchal, sauvagement assassinée dans la cave de sa villa. Sur les lieux du crime, une inscription. Omar m'a tué. Des lettres de sang qui vont faire couler beaucoup d'encre. Pour les enquêteurs, l'affaire paraît simple. La veuve de l'équipementier de voitures, Jean-Pierre Marchal, aurait désigné son meurtrier avant de trépasser. Omar Haddad, un jardinier marocain de 29 ans, employé par la victime, devient le coupable idéal. Incarcéré dès le lendemain et exposé à la vindicte publique, il sera condamné le 2 février 1994, après 3 ans d'enquête contestée, à 18 ans de réclusion criminelle. Mais le verdict contribue à transformer un sinistre fait divers en débat national. Pour beaucoup, la justice aurait fait preuve de partialité envers Omar. De trop nombreuses irrégularités rendent l'affaire suspecte. Date et heure de la mort, analyse graphologique, faute d'orthographe et absence de mobile. L'avocat du jardinier, Jacques Vergès, dénonce une machination. Il crie au complot raciste et parle de nouvelle affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. En mars 95, un détective privé, Roger-Marc Moreau, entre en scène. Il va reprendre entièrement l'enquête et mettre en lumière les carences de la procédure. Des pistes inexploitées, des témoins clés oubliés, des rapports d'autopsie contestés, un cadavre trop vite incinéré. Un an plus tard, harcelé par la pression médiatique et les interventions répétées du roi du Maroc Hassan II, Jacques Chirac accorde une grâce partielle aux jardiniers marocains. En septembre 98, après 7 années de prison, Omar Haddad bénéficie d'une libération conditionnelle. Comment sont passés ces 7 ans? Très mal passés. Depuis, des expertises ont démontré que les traces d'ADN masculin retrouvées sur les lieux du crime ne sont pas celles d'Omar. Un fait nouveau qui va permettre la réouverture du dossier. La Cour de révision pourrait bientôt demander l'ouverture d'un nouveau procès qui permettrait au jardinier, qui clame toujours son innocence, d'être officiellement innocenté. En attendant, le mystère demeure et la polémique continue. Dernier épisode en date il y a 3 semaines, où l'affaire Haddad revient à la une de l'actualité, avec le procès en diffamation intenté par la famille Marchal à l'académicien Jean-Marie Rouard. Soutenu par des intellectuels, l'écrivain vient défendre son livre qui a fait scandale. Dans le collimateur, la partialité de la justice, mais surtout l'attitude de la famille de la victime, qui a tout fait pour orienter l'enquête vers Omar Haddad. La famille elle a déclaré qu'elle pensait qu'Omar Haddad était coupable, et le fait de s'exprimer et de le répéter sans cesse, ainsi que les parties civiles, eh bien, tout cela a participé avec, je vous dis, l'attitude des gendarmes, l'attitude des juges d'instruction, l'attitude des juges. Tout cet ensemble a créé ce que j'appelle le complot, cette abstraction qui est le complot. Pour les sœurs de Guylaine Marchal, qui restent ancrées sur leur certitude, ces accusations sont inacceptables. Omar est coupable et l'affaire est classée. Il faut défendre la famille. La famille de Guylaine Marchal n'a pas fait de complot, point. On a assez souffert pour qu'après 10 ans, ça s'arrête. Est-ce qu'aujourd'hui vous souffrez? Nos enfants, nos petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont encore entendre parler de tout ça.
Le verdict est attendu le 19 février prochain. En attendant, la famille, défendue par maître Kiechman, ne veut pas entendre parler d'un quelconque rebondissement. Ce qui me paraît évident, c'est que tout le monde a envie de découvrir un innocent, surtout sous les traits de quelqu'un qui aurait été injustement condamné. Seulement, tous les coupables ne peuvent pas faire des innocents. Et pour savoir quels sont les vrais innocents et les faux, d'une part, il faut prendre en considération le dossier qui a conduit à leur condamnation, et surtout mesurer la légèreté de ceux qui les défendent. Voilà, alors l'affaire Omar Haddad est-elle la plus grande erreur judiciaire de ces 30 dernières années? Jean-Marie Roy en est persuadé, il est là. Salut Jean-Marie. Jean-Marie Roy, bonsoir. Donc vous êtes directeur littéraire du Figaro et vous êtes également membre du comité éditorial du Figaro. Vous croisez Bouvard dans les couloirs de temps en temps? Bien sûr. Oui. Vous y êtes depuis combien de temps? Vous 50 ans au Figaro, non? Ça va faire 50 ans la semaine prochaine. C'est incroyable. Bien. Alors, vous êtes aussi le plus jeune membre, vous, de l'Académie française. Vous êtes rentré en 97. Hein. Alors, vous êtes engagé dès le lendemain du procès. D'abord, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Omar, la construction d'un coupable, aux éditions De Fallois, qui vient d'ailleurs de ressortir. Vous avez créé aussi un comité de soutien, tout de suite. Oui, tout de suite avec beaucoup d'écrivains, Jean d'Ormesson, Henri Troyat, des gens qui n'étaient pas habitués des pétitions. Et pourquoi est-ce que j'ai créé ce comité? C'était afin de mobiliser l'opinion. J'avais peur que cette affaire retombe. Alors vous avez parlé à l'époque, Jean-Marie Roy, de justice de classe, ce qui au Figaro, évidemment, a fait hurler, sans doute. Alors, on vous a dit, c'était terrible pour vous, parce qu'en plus, on a dit, retourne à tes petits fours, arrête de nous jouer Zola, on vous a traité de Zorro de salon. Mais bon, vous avez continué avec beaucoup de pugnacité et apparemment vous avez eu raison parce que depuis la situation a évolué. Alors c'est vrai, vous qui avez enquêté Frédéric Sio, on a parlé à un moment d'une façon comme ça, on l'a murmuré, on a laissé entendre que le fils d'un premier mariage de Madame Guylaine Marchal, Christian Veilleux, pourrait être impliqué dans l'affaire parce qu'il avait souvent des disputes avec sa mère au sujet de l'argent. C'est vrai qu'à un moment donné, quand les faisceaux de présomption étaient trop forts sur Omar, à un moment donné, c'est ressorti. C'est-à-dire qu'on s'est dit finalement, on ne s'est pas intéressé à d'autres pistes. Pourquoi est-ce qu'on n'interroge pas des gens de la famille? Pourquoi est-ce que des gens qui ont directement un intérêt financier finalement dans cette affaire n'ont pas été interrogés, n'ont pas été véritablement reçus par les enquêteurs? Et il y a eu une espèce d'omerta finalement qui a été créée au-dessus de la famille. Une espèce de chape de béton pour la protéger. Oui, d'autant plus, on en parlera tout à l'heure, qu'il y a un témoignage d'une Michel Paysan, qui elle était plus ou moins la petite amie de Christian Veilleux et qui n'est pas très favorable à Christian Veilleux, mais c'est vrai que ce sont que des pistes finalement qu'on n'a pas poursuivies, puisqu'avec Omar, on avait le coupable idéal en tous les cas, et on n'a pas suivi toutes les pistes qui auraient pu être suivies. Alors vous avez été poursuivi en diffamation par la famille Marchal, qui vous demande quand même, c'est pas rien, 122 000 euros. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, 122 000 euros, ça fait 800 000 balles. Eh oui, ce sont les risques du métier. Ouais. Non, vous n'êtes pas riche, vous? Non, mais je ne serai peut-être pas condamné. Ouais. Et puis, vous savez, c'est moins que 7 ans de prison. Ouais. Au-delà de tout ça, il y a quand même un autre élément qui est sorti il y a très peu de temps. C'est un témoin qui dit pas du tout. En fait, Madame Marchal faisait partie de l'ordre du Temple solaire, de la secte. Et en fait, elle voulait en sortir. Et c'est pour ça qu'elle a été assassinée donc, par l'ordre du Temple solaire. Nouvelle piste. Ce témoin s'appelle Guy Mouirin. Il est là. Nous l'accueillons. Bonjour. Bonjour, maître. Bien, Guy Mouirin, bonsoir. Alors avec vous, Pierre Blois, qui est journaliste, et bon, on verra comment vous avez été impliqué déjà depuis plusieurs années dans l'enquête sur l'ordre du Temple solaire, et l'un de vos 3 avocats, hein, qui s'appelle Maître Rachid Siad. Dans tous les cas, merci d'être là tous les 3. Alors, Guy Mouirin, vous avez 55 ans, profession... Aucune.
Aucune. Aucune. C'est pas un peu difficile ça quand on va être un témoin, de ne pas avoir de profession? Non, pas du tout, parce que j'ai exercé de nombreuses professions durant ma vie. Et maintenant, j'ai décidé de ne plus avoir de profession. D'accord. Vous avez un casier judiciaire assez chargé quand même? J'ai un casier judiciaire très chargé, on peut le dire. Ouais. Mais ça ne me gêne pas, hein, on peut en parler librement. Ah bah vous savez, avec moi, il vaut mieux que ça ne gêne pas parce que je parle de tout. Très bien. Bien. Alors, vous avez rencontré Joseph Dimambro, le patron de l'OTS, l'Ordre du Temple solaire, vers 1975. Et vous devenez son chauffeur, hein, c'est ça? J'étais plus que son chauffeur, j'étais aussi son ami, vu qu'on vient de la même région, France. Alors en même temps, je lui rendais service et lui fréquentait l'établissement à cette époque-là que j'avais, qui était situé à Divonne-les-Bains. Merci. Alors Pierre Blois, vous avez 52 ans, en 98, c'est vous qui avez sorti déjà dans VSD l'interview de Michel Paysan, dont j'ai parlé, et qui effectivement, elle avait quelques soupçons comme ça sur Christian Veilleux, qui est le fils d'un premier mariage de Madame Marchal. Hein. Et puis surtout, c'était déjà un témoin inconnu. Ouais. Qu'on n'avait jamais interrogé. Il faut savoir que cette dame, après la mort de Mme Marchal, elle s'est installée à la chamade, dans le salon de Mme Marchal, dans la voiture de Mme Marchal, dans le manteau de Mme Marchal. Ouais. Et la justice est passée complètement à côté de cette dame qui avait rencontré le fils Veilleux dans la semaine qui précède l'assassinat. Voilà. Et vous donc, maître Rachid Siad, vous êtes l'un des 3 avocats de Guy Mouirin. Voilà. Alors, le scoop, parce que ça c'est vraiment ce qu'on appelle un scoop en presse et en télé, je veux dire le scoop énorme. Donc vous dites que c'est l'Ordre du Temple solaire qui a tué Ghislaine Marchal. Elle faisait partie de l'OTS, elle voulait en sortir, ils n'ont pas voulu. Alors, vous, quand vous travailliez à l'époque, où vous travailliez avec Joseph Dimambro, le patron de l'OTS, vous étiez chauffeur et puis un peu, je dirais, homme à tout faire d'une certaine façon, non? Oui, exactement. Je peux vous indiquer comment Mme Marchal a été recrutée par Jody Mambro. Mme Marchal fréquentait les cliniques de revitalisation de la Riviera vaudoise en Suisse, aussi bien à Montreux qu'à Vevey. C'est là que Mme Marchal a été recrutée par Dimambro. Voilà. Alors, quand elle a été initiée, c'est vous qui vous en êtes occupé aussi. D'ailleurs, vous dites aussi, on va en parler, vous avez participé à l'initiation de Ghislaine Marchal, mais aussi de Rock Hudson, l'acteur américain, de Grace Kelly, plus connu sous le nom de Grace de Monaco, dont vous prétendez, déjà depuis longtemps en ce qui concerne Grace Kelly, qu'elle faisait partie de l'OTS. Alors, comment s'est passée la cérémonie d'initiation de Ghislaine Marchal? La cérémonie s'est passée tout simplement comme toutes les autres. La personne était amenée dans une propriété qui est située à Morgon et qui était le siège de l'OTS pour la région de Lyon. Cette propriété était dirigée par un homme qui est mort depuis très longtemps, qui s'appelle Jean-Louis Marsan, qui était l'ami d'enfance du prince régnier de Monaco. Et c'est comme ça que des personnalités qui fréquentaient la Côte d'Azur ont été amenés dans cette commanderie pour être initiés. Vous étiez responsable des effets spéciaux, hein? Oui. C'est-à-dire qu'on vous filait, je sais pas, 40 000 francs, ce qui fait 6 000 euros. Hein? Alors il y avait un bouton, le bouton de la lumière divine. Donc à un moment, on fallait demander à Dieu s'il acceptait que telle ou telle personne soit initiée dans l'ordre du Temple solaire. Et à ce moment-là, vous appuyez sur un bouton. Et puis il y avait une espèce de lumière divine qui apparaissait. Ça ne se passait pas exactement comme ça. Dans la salle de culte, il y avait une table qui existe toujours à ce jour, dont on peut vérifier de soir, demain, quand vous voulez, une table de 4 mètres de diamètre en béton, partagée comme un camembert, avec des différentes positions, et par l'extérieur de la lucarne en haut à droite, avec un thromboscope, on éclairait l'accord à la place de Christ. Voilà. Alors là, c'était le premier signe. Quand on en était là, c'était bien. Et après, on traversait la pièce, il y avait 2 énormes rochers qui font à peu près 6-7 mètres de haut, sur lequel il y a, vous savez, c'est un peu on a reconstitué la grotte de la Nativité. Alors il y avait un filet d'eau blanc qui coulait. Et moi, je passais par derrière, je tournais un autre bouton, et puis ça faisait les filets bleus. Et puis tout le monde était content. Voilà, et puis ça s'est passé comme ça. Parce qu'insensé dans ce que vous racontez, c'est que des gens comme Ghislaine Marchal, qui n'était pas une abrutie, hein, vous l'avez connue, des gens comme vous l'avez dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin c'est vous qui l'avez dit, comme Grace Kelly ou Rock Hudson, des gens comme ça se sont laissés emboucaner dans des... Oui, mais vous savez, vous n'avez jamais eu affaire à Jody Mambro, parce que Jody Mambro pouvait... Ah oui, il pouvait emboucaner qui il voulait. Il pouvait faire des grands discours, hein. Oui.
Alors ensuite, ils passaient la caisse, hein, on les faisait payer. Hein. Après, ils passaient la caisse, oui. Vous dites d'ailleurs que Grâce de Monaco avait payé, pour faire partie de l'ordre du Temple solaire, 10 millions de dollars. Et d'ailleurs, à un moment, bah, le prince Régnier s'est un peu énervé. Donc il a demandé à Di Mambro de le rembourser. Et Di Mambro vous a dit, bah, je vais liquider tout le monde là, parce que c'est tous des abrutis. Non, il n'a pas dit ça. Hein. Di Mambro n'a rien liquidé du tout. Di Mambro a liquidé uniquement tous les gens qui réclamaient leur argent. Hein. Ouais. Il faut bien comprendre que dans les massacres qu'il y a eu 2 massacres différents. Il y a un massacre en Suisse, je parle, hein, les massacres de Salvan et les massacres de Chéry, à la ferme La Rochette. Tous qui ont été abattus à la ferme La Rochette sont des gens qui ont réclamé de l'argent à Di Mambro. Ouais, hein. Parce il faut savoir, Thierry, qu'à ce moment-là, il y a effectivement, dans les années 91, il y a beaucoup de ces personnalités qui payaient, et qui payaient très cher, qui ont commencé à douter. C'est-à-dire qu'ils se sont dit tout d'un coup, c'est pas possible qu'il y ait des apparitions comme ça. Ils ont vu un peu les trucages et ils ont commencé à quitter le Temple solaire. Et c'est à ce moment-là que Di Mambro a serré la vis et qu'il s'est passé effectivement toutes les atrocités dont on... Très bien, Guy, merci. Alors, en cet état de votre témoignage, est-ce que vous avez des questions à poser, Philippe? Non, bah, si ce n'est, je pense qu'il va falloir en venir là, à la voiture étrangère qu'on a vue stationner devant la grille de la chamade. Okay. Bien sûr. Pas de question. Bon, d'accord. Donc je continue. Alors maintenant, Guy Mourin, racontez-nous ce que vous avez raconté à la police, parce que ce qu'il faut dire, et c'est ce qui donne du poids à votre témoignage, c'est qu'en fait, vous êtes allé voir la police, quoi. Voilà. Alors je vous explique le cheminement qu'il y a eu. Bien sûr, j'ai eu de la peine pour Omar Haddad, j'ai eu énormément de soucis pour Omar Haddad, vu que je me suis aperçu à peu près une dizaine de jours, et j'ai eu la confirmation 6 mois après le crime de la chamade, que vraiment c'était les gens que j'avais portés qui avaient liquidé Madame Marshall. Voilà. Bon, voilà, ça c'est fait. Voilà. Ce qu'il arrive, à cette époque-là, j'étais commerçant grossiste en fleurs et j'avais des magasins dans le pays de Gex. Je ne sais pas si vous savez où ça se trouve, c'est la frontière de Genève. Et étant resté toujours en contact avec Jody Mambro, je descendais toutes les semaines. C'est pour ça que les dates que je vais vous donner, personne ne peut me faire revenir en arrière. Je descendais tous les dimanches de Genève à Marseille. Tous les lundis matins, je n'avais rien à faire. Le mardi, je n'avais rien à faire. Et le mercredi, j'allais au marché floral méditerranéen à Olioul, ou alors je faisais la propriété, ce qui s'appelle la propriété dans le jargon des grossistes. J'achetais et je remontais les fleurs le mercredi pour les vendre le vendredi, samedi et le dimanche. Je redescendais, je ne faisais que ça. Hein. Lorsque ça a été le dimanche matin, Jody Mambro m'a téléphoné et il m'a dit « Est-ce que tu peux me rendre un service ?» J'ai dit, si je peux, c'est avec plaisir, vu que Jody Mambro avec moi a toujours été très large et l'on se connaissait. Je vous parle déjà, lorsqu'en 1991 est arrivé le crime de la chamade, je connaissais déjà Di Mambro depuis 1975-76. Hein. C'était une amitié qui durait déjà depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il faut dire, vous n'avez jamais fait partie de l'ordre du Temple solaire. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fait partie de l'ordre du Temple solaire. Non, mais je tiens à le dire quand même, que ça soit clair. Monsieur Tabachnik n'a jamais fait partie de l'ordre du Temple solaire. Enfin, il n'est pas sur les listes. Non, il n'est pas sur les listes. Comme beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont sur les listes de l'ordre du Temple solaire sous des faux noms, que je peux vous dire, si vous voulez, à qui ils correspondent aussi. Hein. Bon, on en arrive qu'il me demande d'aller à Sariance, dans le Vaucluse. C'est un petit village, vous savez, dans le comtat venessin, pour récupérer une voiture, comme je l'ai fait à maintes et maintes reprises, vu que j'ai procédé à des encaissements dans toute l'Europe. Il n'y a pas un pays où je ne suis pas allé. J'ai chargé vous de passer avec la voiture, vous encaissiez les... Moi, je n'encaissais rien du tout. Moi, je prenais une voiture, j'avais une femme avec moi ou une autre personne qui allait voir un adepte, qui récupérait la cotisation. Moi, après, je ventilais cette somme. Je remettais d'abord à Di Mambro, qui me disait... Là, il faut aller à la banque Di Napoli à Luxembourg. Là, il faut aller à la banque Vontobel à Zurich. Là, il faut aller à... Je ne peux pas vous dire le nom, c'est incompréhensible. C'est Tavadius au Liechtenstein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Je vais à Sarian, je récupère une BMW Touring. Après, nous sommes allés 6 km plus loin. J'ai récupéré une dame qui s'appelle Dominique Bellaton, qui était la maîtresse de Jody Mambro, qui était une splendide femme, sur laquelle tout le monde se retournait. Bon, moi, je suis comme ça, voilà. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, je suis arrivé sur la placette d'Aubignan, j'ai récupéré Dominique Di Mambro et Dominique Bellaton, plutôt, ils ne se sont jamais mariés, bien qu'il lui ait fait un enfant. Hein, et il avait pris aussi un gars qui s'appelait Joël Heger.
Bon, ben moi j'étais le chauffeur, j'ai dit on va faire un encaissement, hein, c'est tout. Bon, mais par contre, quand nous sommes redescendus en direction de Marseille, elle m'a dit mais il faut passer par Toulon, parce qu'on doit prendre une troisième personne. Eh bien on passe par Toulon. Je suis passé par Toulon, à l'entrée de l'arsenal de Toulon, il y avait un gars qui nous attendait, je ne l'avais jamais vu, je ne savais pas qui c'était. Il est monté, il s'est mis derrière moi, et à partir de ce moment-là, c'est lui qui a dit « nous allons vers Cannes ouais. ». Bon, c'est un coin que je connais très très mal, Cannes. Nous sommes allés vers Cannes et lorsque nous sommes arrivés à Cannes, il a dirigé sur Mougins. Voilà. Je suis arrivé à la villa La Chamade. Hein, je ne savais même pas qui était habité La Chamade, puisque moi je connaissais Madame Marchal, sous-résidente suisse, Aubonne, fréquentant les cliniques de revitalisation. Je ne savais pas que cette dame-là avait une propriété à La Chamade. Je les ai déposés, j'ai fait demi-tour. Dominique Bellaton m'a dit exactement « tu reviens nous chercher vers les 2h15, 2h ». Très bien. Je me suis arrêté dans un coin, j'ai allumé un cigare, et puis après, quand il a été 2h moins 10, je suis remonté. Je suis arrivé à la villa La Chamade le lundi. Tout ce que je vous raconte là, c'est passé le lundi 24 juillet 1991. Et non pas le 23. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, la clé du procès, c'est de savoir quel jour Guylaine Marchal a été tuée. Voilà. Donc, avec le témoignage de M. Mouhérin, effectivement, on saurait effectivement la véritable date. Continuez. Je finis, je récupère tout mon monde à 2h15. Très décontracté, tout le monde ressort, habillé. Il y avait juste Bellaton qui avait un sac de sport, c'est tout. Monte à côté de moi, des autres derrière. Nous faisons exactement le même chemin, si ce n'est qu'en cours de route, on m'a demandé d'aller un peu plus vite. Ouais. J'ai reposé parce qu'il y avait des travaux à cette époque dans le centre de Toulon, de l'autre côté de l'Arsenal, le gars qu'on a posé à Toulon. Je suis remonté à Aubignan, je les ai posés, j'ai récupéré ma voiture, je suis rentré. Voilà, basta, fini. Mercredi, je vais faire mes petites commissions, j'achète à peu près pour 15 000 à 20 000 francs de fleurs et je remonte. Lorsque je remonte, j'entends à la radio, je crois que c'était RMC, qui parlait d'un meurtre qu'il y avait eu dans une propriété à Mougins. Bon. Et puis en plus, c'était, j'écoute même pas le nom, je continue. Hein. Par contre, lorsque je suis arrivé chez moi, j'avais déjà Jody Mambro qui m'attendait au dépôt que j'avais. Et il m'explique, il m'a dit, est-ce que demain tu pourras me rendre un service? Est-ce que tu travailles jeudi? J'ai dit non, moi j'approvisionne mes magasins et puis j'ai fini semaine. Il m'a dit, bon écoute, est-ce que tu peux aller à Vaduz? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. C'est bon. Il m'a dit, ben écoute, passe me voir, comme d'habitude, à l'hôtel-restaurant La Réserve, à Bellevue à Genève. Il m'a dit, tu sais où on se rencontre, j'ai 2 petits colis, tu me les mettras et puis on n'en parle plus. Ok, c'est bon, on n'en parle plus. Je fais ce que j'ai à faire. Le jeudi, je vois Dimambro qui me donne 3 enveloppes. J'en avais une, il y avait 250 000 francs suisses, une autre 250 000 francs suisses et une autre pour moi. Il n'y avait pas 250 000 francs suisses, je vous rassure. Hein. Lorsque j'ai eu cet argent, je l'ai déposé tranquillement à Vaduz. Liechtenstein, il faut dire. Liechtenstein, oui. Et l'autre, je l'ai déposé à la banque Vontobel à Zurich, 5 Bahnhofstrasse. Lorsque j'ai fait tout ça, je rentre et le samedi, je ne savais pas quoi faire. Je regarde le journal, je vois en première page la maison devant laquelle j'ai posé des gens. Et à ce moment-là, je m'aperçois qu'on parle d'une résidente suisse qui s'appelle Ghislaine Marchal. Ouais. C'est là que dans ma tête, je dis, celle-là, je la connais. Ouais. Ghislaine Marchal, je la connais. Puis après, je vois la maison, on dit que c'était sa résidence secondaire. Alors ça a commencé à trotter dans ma tête, vous voyez. Le dimanche, je redescends. Tout le long de la route, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire, hein? Est-ce que je vais signaler que j'ai posé déjà à cette maison? Alors là, si je dis, si j'ai déposé déjà à cette maison, j'étais tout seul dans la voiture avec mon passé, c'était moi qui avais tué Madame Marchal, c'était réglé hein, avant de commencer. Hein. D'accord? Je dis, bon, ben, on va faire un petit peu le canard pendant quelques temps, hein, et puis on va voir un peu ce que ça va donner. Mais attendez, oui. Alors j'ai attendu quelques temps, et j'ai profité début décembre, bon, j'avais compris après qui c'est qui avait liquidé Madame Marchal, et début décembre, j'ai eu l'occasion d'amener Dimambro et Bellaton, je ne sais pas où. Pour une fois, Dimambro était en retard. Et lorsque j'étais en tête-à-tête avec Dominique Bellaton, je dis, tu sais Dominique, une personne qui était très gentille avec tout le monde, hein, avec moi particulièrement, je lui ai dit, tu sais Dominique, il me semble que vous m'avez... Là, on a poussé un peu fort. Ouais. Elle m'a regardé d'un air sec et elle m'a dit simplement, écoute, c'est Jo qui a décidé, c'est terminé, on n'en parle plus. Alors j'avais compris que là... Vous savez, les sanctions dans l'OTS, c'était pas sans ligne signé par les parents. Hein. Ouais. C'était terminé. Hein. Mais elle est où maintenant, cette Madame Bellaton? Bellaton, elle a brûlé à Salvan.
Donc tous les gens qui étaient avec vous ce jour-là dans la voiture sont morts. Je pense que oui, sauf peut-être la troisième personne que nous avons pris à Toulon. À l'Arsenal. À l'Arsenal. Ouais. C'est la seule personne que je ne connaissais pas. Ouais. Et pourquoi avoir attendu 10 ans pour vous mettre à table? Je suis resté pendant des années à me dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. J'ai pris conseil à côté de gens que je connais. Qui c'est que je connais? Je connais que des repris de justice. Alors c'est vite vu. Alors ils m'ont dit, bon ben, du calme. Les premiers massacres sont arrivés lors du Temple solaire. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à faire certaines révélations à des journalistes anglais. Je leur ai parlé de l'affaire Marshall qui m'a dit, nous, on s'en fout, hein, ça ne nous intéresse pas l'affaire Marshall. Hein, mais par contre, le reste nous intéresse. Très bien. Après, j'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Blois, à qui j'en ai parlé. Lui, il m'a dit, ça m'intéresse. Mais je lui ai dit, non, mais pour le moment, on va attendre que 10 ans soient passés. Hein, parce que je pensais qu'il y avait la loi des 10 ans qui effaçait tout. La prescription. Et puis je vous dis franchement que j'ai pensé souvent au Omar Haddad, très très souvent, mais vous savez, j'aimais mieux y penser et me réveiller le matin que de plus y penser et plus me réveiller le lendemain. Hein. Alors j'ai dit, bon ben, on va attendre. Et puis c'était l'époque lorsque j'ai commencé à faire des révélations où il y avait un climat de sympathie qui se mettait pour montrer que M. Omar Haddad, c'est un brave type, il est pour rien du tout dans cette histoire-là. Et puis voilà quoi. Mais imaginez quand même une seconde qu'il n'y ait pas eu des gens comme Jean-Marie Rouard pour réveiller l'affaire, parce qu'à un moment, Haddad, bon, il était en prison, Vous l'auriez laissé en prison pendant des années et des années? Je ne peux pas vous répondre à cette question, je vous dis franchement. S'il y avait eu les autres qui auraient été encore en vie, Dimambro, tout ça, je vous dis franchement, ça aurait été non, parce que quand même, je tiens à la vie comme vous, comme tout le monde. Hein? Vous savez, c'est une affaire où il y a quand même 70 morts qu'on a trouvés. Il y en a d'autres, mais ce sera pour plus tard. Bien. Pourquoi vous balancez? C'est parce que vous avez convoyé beaucoup de fonds, vous n'avez pas touché votre part du gâteau? Non, 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 ma part du gâteau, j'en ai pas besoin. J'ai convoyé beaucoup de fonds, c'est vrai. Vous savez pourquoi je balance? D'abord, premièrement, c'est pour faire arrêter des menaces que j'ai, parce que vous savez, moi je reçois beaucoup de menaces. Hein. Je suis certainement une des seules personnes qui était au courant de toutes les combines de l'OTS. Alors je reçois énormément de menaces verbales, physiques. J'ai eu une voiture brûlée, j'ai eu une maison enfoncée. Enfin bref, je vous en parle pas. Je veux faire dire à toutes les jolies têtes qui sont encore à Genève, les anciens membres de l'OTS, dont parmi il y a beaucoup de personnalités, ainsi qu'au Canada, hein, qu'il faudrait qu'ils se calment parce que autrement je vais leur raconter encore d'autres histoires dans lesquelles ils sont encore plus impliqués. Ah d'accord. Et par la même occasion, si ce que je raconte, qui est encore à ce jour en vérification, parce que la police n'a pas arrêté, hein, ça ne s'arrête jamais cette histoire-là, hein, si je peux aider Omar Haddad à retrouver un peu de sérénité, parce que vous savez, 7 ans de prison, je ne sais pas si vous en avez fait, mais 7 ans, ça doit être long. Hein, parce que 7 ans, moi, je l'ai vu rire, mais quand je l'ai vu sortir au bout de 7 ans, il riait plus du tout. Hein. Je n'ai jamais fait 7 ans. J'ai fait des années les unes après les autres. Mais quand vous sortez au bout d'un an, vous savez, c'est pas rigolo. Hein. Guy Mouiram, merci en tous les cas de votre témoignage. Merci de l'avoir réservé à cette émission. Cette version, évidemment, c'est votre version. Pour le moment, elle n'engage que vous. Voilà, elle sera vérifiée ou pas. En tous les cas, j'imagine que la police s'en occupe, Pierre. Ça continue, oui, bien sûr. Ils m'ont réclamé la cassette. J'ai fait une interview de Guy Mouiram. Et donc, ils m'ont réclamé la semaine dernière la cassette pour la verser au dossier. Bien. Ils ont fait des tests ADN pendant la garde à vue. Donc, l'enquête se poursuit. Elle n'est pas du tout, elle s'est pas du tout arrêtée. Jean-Marie, des questions? C'est important, je crois que ce témoignage est quand même très important parce qu'il est clair. Il est clair, justement, ce point justement du lundi et cette voiture que le cantonnier, le maçon avait vue. Donc, cette voiture rouge. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Le fameux cantonnier à qui on a dit... Attendez, vous êtes peut-être témoin, mais est-ce que vous êtes en situation régulière, comme ça, vous avez quelque chose à voir? C'est lui, il avait vu cette voiture BMW Touring devant la Chamade, la propriété de Mme Marshall. Voilà. Donc ça corrobore ce que vous dites aujourd'hui. Voilà. Tous ceux qui connaissaient l'affaire, subitement, se sont dit, voilà, c'est le chaînon manquant. Subitement, donc je trouve que monsieur est très courageux et ce témoignage me paraît très important. Et du coup, si c'est le lundi au lieu d'être le dimanche, Omar a un alibi. Omar, à ce moment-là, était dans sa famille à Toulon. Il avait Tout à fait. C'est-à-dire que, bien entendu, le 23, il n'a pas d'alibi, le 24, il en a un. Le courage que souligne M. Rouard, c'est exactement ce que m'a dit Omar Haddad ce matin, que j'ai rencontré pour la première fois à Toulon, chez lui. Et sa première réaction, ça a été de souligner le courage de ce monsieur, comme il m'a dit. Ça ne doit pas être facile de faire de telles révélations. Magnéto. Ce témoignage, je trouve que c'est très, très important pour la vérité. Je pense que c'est de la vérité parce que si vous voulez, si on garde bien dans le dossier, parce qu'il y a un témoignage, le lundi, le 24 juin 1991, il avait une 4x4 dans la villa de Mme Marshall. Et ce témoignage, la justice, elle n'est pas très sérieux.
Et aujourd'hui, la personne, elle a conduit 4x4, ben, il va témoigner lui-même. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Aujourd'hui, ce monsieur dit qui a tué. Il donne des noms. Qu'est-ce que ça vous fait, là, quand vous prenez ces révélations? Ouais, parce que déjà, le monsieur là, d'abord, je ne le connais pas. Il a beaucoup de courage, parce que c'est pas facile pour témoigner pour une affaire comme ça en face de caméra. D'abord, je ne le connais pas, mais je veux dire merci beaucoup à le monsieur là. Parce que ici, là, c'est pas Omar, il est sur certain. Ça fait, comme il a expliqué, il le sait qu'ici, il a tué Madame Marshall. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de ce témoignage? Qu'est-ce que j'attends de ce témoignage? J'espère que la justice ça va prendre ce témoignage sérieux. Parce que, comme j'ai dit encore une fois, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? C'est qui s'il a fait ça? C'est la vérité. Et si on garde bien le dossier, ce témoignage, on a la clé de départ pour accélérer. Mais malheureusement, la justice ne peut pas accélérer. Mais il ne faut pas dire parce que les témoins, il attendait 10 ans, c'est trop tard. Déjà, on n'a jamais trop tard pour la vérité. Déjà, pour moi, c'est pas lui qui attendait 10 ans. C'est la justice qui attendait 10 ans. Et maintenant, ça fait plus de 3 ans que je suis libre. Mais croyez-moi, je ne suis pas libre. Parce que c'est... Si vous voulez, dans ma tête, je suis toujours derrière les barreaux. Voilà, témoignage d'Omar Haddad sur le témoignage de Guy Mouirin, recueilli par Pierre Blois. Merci. Alors, il y a un personnage dans toute cette affaire dont on n'a pas encore parlé, c'est Maître Vergès. Alors, on a dit, oui, mais en fait, c'est Vergès qui manipule tout ça. C'est Vergès qui manipule Guy Mouirin pour l'obliger à raconter ce qu'il raconte. Alors, on est allé le voir, Maître Vergès, pour lui demander ce qu'il pensait de votre témoignage magnéto. Ce qui me trouble, c'est que ce témoignage apporte une réponse à un certain nombre de questions qui étaient restées sans réponse dans le dossier du meurtre de Mme Marshall. Les documents brûlés dans la cheminée, l'inquiétude de Mme Marshall quelques jours avant le drame, le congé donné à sa femme de ménage, la présence d'une voiture avec un couple d'Européens le lundi matin à l'intérieur de la cour de la villa. Mon intime conviction est qu'il est fiable. Je ne le connais pas. Je ne peux donner aucun certificat de moralité à ce témoin. Mais je pense qu'il est fiable dans la mesure où ce témoignage contient des éléments qui n'appartiennent pas au domaine public. Un affabulateur lisant tous les livres parus sur l'affaire Omar Haddad ne peut pas préciser certaines questions qui sont dans le dossier mais qui n'ont pas été versées dans le domaine public. Je ne dis pas qu'il faut se mettre à genoux devant ce témoin et accepter ce qu'il dit, mais je pense que ce qu'il dit est assez troublant pour que les juges enquêtent à ce sujet. Le fait de laisser ce témoin, de le laisser partir sans lui donner un nouveau rendez-vous, sans le mettre sous contrôle judiciaire, démontre qu'on n'a pas l'intention de tenir compte de ce témoignage. Et c'est extrêmement grave. Ce témoignage, on n'a pas le droit de dire on s'en fout. Ce témoignage appelle des vérifications quand on fait un travail sérieux d'instruction dans un dossier. Voilà, Maître Vergès. Alors le pire maintenant, effectivement, ça serait qu'on ne tienne pas compte de votre témoignage, quoi. Je tiens à préciser aussi que j'ai été obligé de signer à la police un papier comme quoi je n'ai reçu ni pression ni argent de la famille de Omar Haddad, de M. Omar Haddad, ainsi que de ses avocats, entre parenthèses, Maître Vergès, avec toutes lettres d'un procès verbal. Oui. Voilà. Bien, mais écoutez, merci en tous les cas. Merci. Merci de votre témoignage. Maître Sial, au revoir. Pierre, bravo, au revoir. Salut, bravo pour votre courage. Toi aussi, bravo pour ton courage. Philippe Bouvard, vous connaissiez Madame Marshall, c'est pas votre meilleure amie, bien entendu, mais enfin vous la voyez relativement souvent. Je la connaissais bien. Oui. Vous doutiez qu'elle faisait partie de l'ordre du Temple solaire? Pas du tout, c'était pas le genre. Ouais. Non, non, elle était à la fois apparemment assez sarcastique, avec un sens critique exacerbé, et puis elle donnait l'impression d'être assez économe de ses deniers. Oui, donc elle n'était pas du genre à se laisser... enfin, apparemment. Embrigader dans une affaire pareille, quoi. Ceci étant, c'est vrai qu'il a des accents de vérité, ce gars-là, qui sont pissés des choses. Bien, bon, on suit l'affaire, hein. Ça reviendra sans doute. Voilà.
Alors maintenant, changement de trip, hein, vous avez l'habitude avec moi. Là, on passe à un sujet complètement différent, parce que ça revient pour le striptease des années 50, qui redevient